Avant de commencer cette interview, je voulais vous ajouter quelques précisions sur le format de cette vidéo. Tout d'abord, sachez que c'est un format podcast, c'est-à-dire que vous pouvez l'écouter en fond en fermant votre téléphone, normalement avec YouTube. Ça vous permet de le faire ou alors il faudra peut-être YouTube Premium. Ensuite, je compte bien sûr, comme d'habitude, comme avec l'interview, pour la scolarité avec Mohamed ou l'immobilier avec l'Arabie, sur votre bienveillance dans l'espace commentaire. On prend beaucoup de temps à faire ça, entre les cuts, l'interview, l'enregistrement, donc soyez vraiment reconnaissants au maximum. C'est uniquement son expérience qu'il vous partage. Vous avez le droit d'être en accord ou en désaccord. Et franchement, l'espace commentaire est là pour vous. Je vous laisse avec cette interview qui est vraiment hyper enrichissante si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez venir partir vivre au Maroc. Bonne écoute à vous et à bientôt, Inch'Allah. Normalement, j'aurais déjà fait une intro pour vous parler un peu du contexte de l'interview. Donc, comme d'habitude, je vous fais confiance dans l'espace commentaire, la bienveillance. Et si vous avez des questions en plus suite à l'interview, n'hésitez pas à les poser. Je mettrai tous les réseaux, tous les liens du frérot Mohamed en description, comme à chaque fois, et en message épinglé si ça vous intéresse de voir ce qu'il fait et ce qu'il propose. Et puis, on peut commencer. Salam alaikum, Mohamed. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment tu vas? Si Walid, alhamdulillah, jazakallah khair. Merci beaucoup de me recevoir sur ta chaîne, sur tes réseaux. Jazakallah khair. Je suis depuis un petit moment ce que tu fais avec engouement et mashallah, je peux vraiment dire que du positif. La chaîne est très très qualitative, mashallah. Toutes les petits points de bénéfice que tu apportes, les petites fawaïd, etc. depuis des mois, voire des années maintenant. Alhamdulillah, c'est vraiment positif et ça peut faire que du bien à la communauté. Super. Barakallahu fik. Merci pour cette petite introduction. J'ai bien fait de t'inviter. J'ai bien fait de t'inviter. Et non, mais moi, je t'ai invité aussi parce que tu avais un parcours un peu atypique, on va dire. On sait que les gens qui s'installent au Maroc, souvent, c'est France-Maroc, Belgique-Maroc, mais c'est du direct, tu vois. Et comme toi, tu es passé par la case Royaume-Uni et que c'est aussi un pays qui a beaucoup intéressé il y a un temps, et peut-être encore aujourd'hui, pas mal de musulmans qui veulent quitter la France. Donc je me suis dit que ce serait extrêmement intéressant d'avoir ton expérience, toi, que ce soit au niveau de la vie quotidienne, de l'installation, comment tu es parti, tout ça. C'est pour ça que l'interview va se passer en deux parties. Il va y avoir une partie qui va un peu retracer ton parcours perso de la France vers le Royaume-Uni, puis vers le Maroc. Et il y aura une deuxième partie, puisqu'on ne l'a pas encore dit sur la chaîne, mais tu as plutôt fait une réorientation professionnelle pour t'orienter du coup vers le digital. Et comme ça aussi, ça intéresse beaucoup de gens pour pouvoir venir vivre au Maroc et se mettre en ligne sur le web, mais pas que. On parlera aussi de comment tu as fait ça, les formations, ce que tu as suivi. Bref, on retracera ça petit à petit. Je te poserai aussi des questions que les gens de la communauté sur Insta notamment m'ont demandé de te relayer. Super. Bismillah, let's go. Eh bien, vas-y, je te laisse faire une petite présentation, de te présenter brièvement, après on commence. Ok, tout simplement, Mohamed Hindi. Du coup, moi, je suis franco-indien, donc mon père est indien, ma mère est française. J'ai grandi dans la région parisienne et en fait, le truc, c'est que à 20 ans, je suis parti faire une année Erasmus en Angleterre avec mon IUT. Donc, j'étais à l'IUT de Sceaux dans le 92. Et en fait, tout simplement, je suis parti en Angleterre. J'avais le choix entre pas mal de pays en Europe. Et j'ai tout de suite choisi l'Angleterre parce que je savais déjà qu'il y avait, on va dire, une grosse communauté musulmane et que l'islam, il était assez implanté, surtout dans la région de Birmingham. Moi, j'avais vu un petit documentaire à l'époque où le maire de Birmingham déjà était musulman, à l'époque, dans les années 2007-2008. Et voilà, ça m'avait vraiment surpris. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une ville qui est à côté de Birmingham, qui s'appelle Coventry. Donc, je suis allé à Coventry University pour faire mon année. Et au final, je suis resté. J'ai fait 13 ans en Angleterre. Pas mal de petites anecdotes à raconter, bien entendu, sur l'Angleterre, sur la pratique en tant que musulman en Angleterre. Forcément aussi, moi, le fait de renouer avec mes origines indiennes, sud-asiatiques aussi en UK, parce qu'il y a une très grosse communauté indo-pakistanaise, comme on le sait. Et voilà, j'ai énormément appris. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi de renouer avec mes origines. Ensuite, ça a été le départ pour le Maroc. On n'avait pas prévu au début, mais je vais expliquer un petit peu tout ça en détail. Mais voilà, en gros, grosso modo. Et c'est un petit peu le parcours de France, Angleterre. Angleterre, on sait que c'est pas un pays musulman, mais voilà, c'est un pays où, entre guillemets, un petit peu entre les deux, où la pratique elle est un petit peu plus, on va dire, tolérée.
pays musulman, le Maroc, alhamdoulilah, et voilà, hein, alhamdoulilah. Barakallahu fik pour ton introduction. Franchement, voilà, la présentation, elle est claire et elle est précise. Une des premières questions qu'on m'avait posées sur les réseaux, c'était est-ce que tu parlais déjà anglais avant de partir en Angleterre ou pas? Et c'était peut-être aussi un des buts de ton départ. Alors, concernant l'anglais, moi j'avais un anglais assez basique. J'étais déjà parti en Inde où, bien entendu, on parle l'anglais là-bas, mais vraiment c'était basique, hein, c'était basique. J'avais étudié aussi, bien entendu, bah, voilà, dans le système de l'éducation nationale française, avec son niveau d'anglais qui est pas très très élevé, hein, on le sait, comparé à nos voisins allemands, néerlandais, même belges, hein. Donc c'est vrai qu'en arrivant en Angleterre, ça m'a fait un petit choc. Mais en tout cas, ouais, voilà, vraiment très basique. Et c'est vrai que ça, au moment où je suis arrivé en UK, la première année, l'immersion, ça a été vraiment, vraiment, on va dire, ce qui m'a boosté un petit peu dans la langue anglaise. Et vraiment, moi, je conseille, c'est vraiment ce que je conseille, hein, pour toutes les langues, c'est vraiment l'immersion, si possible, bien entendu, hein. On n'a pas forcément la possibilité soit de s'expatrier ou d'aller dans le pays dans la langue dans laquelle on veut pratiquer ou apprendre. Mais c'est vrai que l'immersion, il y a rien de tel pour apprendre une langue. Et une fois que tu t'es installé, que tu es arrivé, déjà, ta situation personnelle, tu étais solo? Ouais, j'étais solo. J'étais solo, j'étais étudiant. Donc je suis arrivé en UK, moi j'étais en mode étudiant, donc voilà, j'ai pris un petit logement Erasmus et tout avec un pote à moi, et ça a été une année vraiment très très enrichissante d'un point de vue, bah, déjà d'un point de vue de la langue anglaise. Franchement, on a fait un gros bond dès les premiers mois, hein, parce que tu es là, tu es en immersion totale, tu es dans un amphithéâtre, il n'y a que des anglophones, il n'y a que donc c'est soit des gens de l'étranger dont vous allez partager, on va dire, votre projet commun d'apprendre la langue anglaise, ou alors des Anglais. Moi, j'étais vraiment mélangé avec des Anglais. Et même dans on va dire, dans le logement où j'habitais, c'était une grosse maison avec 25 chambres, et il y avait pas mal d'Anglais et tout, et vraiment, ça nous a boosté. Ça nous a boosté dans la langue anglaise. Donc ça, c'est vrai que ça a été un gros point positif. Dès la première année, franchement, on a fait, voilà, j'ai appris ce que j'avais jamais appris en 20 ans, quoi. De toute façon, pour apprendre une langue, on le dit souvent, mais il n'y a pas mieux que l'immersion. Et on en parle souvent quand on parle du Maroc et de l'apprentissage de l'arabe, du darija, que c'est bien de prendre des cours en ligne. Et même moi, avec l'application, etc., je la mets en avant. Mais ça reste, enfin, il n'y aura jamais mieux que de côtoyer les Marocains au quotidien et de parler avec eux. C'est le meilleur apprentissage possible. Exactement. Et du coup, comment tu as trouvé, toi, la vie là-bas? Que ce soit la vie, entre guillemets, mondaine, la vie pour les musulmans sur place, ton expérience, est-ce que aussi au fur et à mesure des années, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est aussi dégradé? Bref, voilà, quand tu es arrivé et puis au fur et à mesure des années. Alors en fait, moi, je suis arrivé, j'avais pas prévu de rester aussi longtemps. Forcément, moi, je m'étais dit, je vais faire une année, je vais rentrer en France, je vais continuer avec une école de commerce, un master, etc. Donc je suis allé et bon, j'étais parti en tant qu'étudiant. On avait une petite bourse d'Erasmus qui m'a bien aidé. Et ensuite, ce que j'ai fait, il fallait vite que je trouve un travail. Du coup, j'ai travaillé dans un carrefour local, on va dire une grande enseigne comme ça, supermarché local. Et je travaillais la nuit. Il me semble, c'était de 19h à 6h du mat, un truc comme ça. C'était vraiment toute la nuit. Et je remplissais les rayons, etc. Bah déjà, c'était, on va dire, ma première expérience hors du foyer, du cocon familial. Bah, fallait forcément voilà, subvenir à ses besoins, les charges, le loyer, voilà, la bouffe, etc. Donc forcément, fallait trouver un travail. C'est vrai que l'Angleterre, on a toujours cette petite illusion, ou désillusion, je pourrais dire, du fait que l'Angleterre est très chère. Ça, c'est à Londres. À Londres, c'est cher, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Mais dès que tu t'éloignes un petit peu des grosses villes, ça va, le prix est abordable. Que ce soit le prix dans les courses, le prix des loyers, etc., tu peux t'en sortir. Donc en termes de prix, en tout cas à mon époque, moi, j'avais pas trouvé que c'était excessivement cher. On s'était, on va dire, bien adapté. Et puis le salaire local aussi nous avait comment dire, aidé à surmonter tout ça. Alhamdulillah. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de religion, en termes de dîn, c'était vraiment le jour et la nuit entre la France et l'Angleterre. Il faut savoir que moi, j'étais du coup à l'IUT, donc un institut universitaire technologique à Sceaux, dans la région parisienne.
Et je me souviens très très bien, hein, on avait commencé déjà à pratiquer. Du coup, pour les salawats, on essayait de les faire tant bien que mal dans l'IUT. Il fallait se cacher, il fallait se mettre en dessous des escaliers. Parfois, on faisait le Jumu'ah dans des salles de classe et on était toujours un petit peu en panique que le prof avec la classe entre, etc., avec les élèves. C'était compliqué, tu vois. Et subhanallah, ça c'est allé qu'en s'empirant avec les années, avec voilà, le recul qu'on a depuis l'étranger. On voit que la France, enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va dire tous d'accord pour dire que c'est vraiment difficile de pratiquer en France. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, moi, en Angleterre, si tu veux, le truc qui m'a vraiment choqué, c'est que moi, déjà à l'université, ils avaient une prayer room. C'était une salle de prière, une petite mosquée. D'accord, qui était déjà plus grande que la mosquée de ma ville où j'habitais. Donc déjà, moi, j'étais choqué par rapport à ça. Ensuite, il y avait des super cours, voilà, des cours d'arabe, des cours de tajwid, des cours de tawhid, etc., qui étaient donnés, dispensés dans cette petite mosquée. Et franchement, moi, c'est comme ça que j'ai appris voilà, mes premiers petits cours de tajwid, etc. C'est comme ça que j'ai appris à lire le Coran aussi. Donc vraiment, j'en suis vraiment reconnaissant. Le truc qui m'a vraiment choqué aussi, c'est qu'une fois, petite anecdote, moi j'avais cours d'anglais. Du coup, premier cours d'anglais, je rentre dans la classe et là je vois un prof barbu avec une barbe jusqu'au nombril, habillé en salwar kameez, là, tu sais, les petits trucs pakistanais avec la petite chachia et tout. Je me dis, mais c'est pas le prof, c'est pas possible. Et en fait, si, c'était le prof. Dans ma classe, il y avait presque pas de musulmans, hein. On était franchement deux ou trois. Et lui, il vient, il fait son cours normal, hein, normal. Il a fait son cours comme ça, en salwar kameez, avec sa petite chachia, sa grande barbe et tout. Et moi, ça m'avait vraiment choqué parce que, en fait, je me dis, nous, venant de France, c'est une claque. On se prend une claque. On se dit, en fait, c'est nous, en France, on a un problème. On a un problème avec le multiculturalisme, avec le fait d'être ouvert et eux, là-bas, normal. Ça veut dire que tu peux venir avec tes locks, tu peux venir enfin voilà, avec ton style, enfin peu importe, mais tu peux venir aussi en tant que musulman, et je le voyais ensuite dans la salle de prière et tout, et dit normal, il n'y avait absolument aucun souci par rapport à ça. C'est vrai que moi, ça m'avait vraiment choqué. Et à la fin, j'étais allé le voir et tout, salam alaikum, alaikum salam. Et voilà, on a eu une discussion normale et tout. C'est vrai que je me suis dit, en France, c'est une vraie carotte quand même, hein. En fait, c'est une façon de penser différente, tu C'est vois. ça. C'est connu que la culture anglophone Mm. et celle qui est française, qui est un peu plus, je ne peux pas dire conservatrice, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est beaucoup moins ouvert en tout cas. C'est ça. Il n'y a que la Manche qui sépare les Ouais, deux c'est pays, clair. tu vois. Ouais. Et pourtant, c'est vraiment une mentalité qui a Mais complètement t'imagines, différente. toi-même, t'es musulman et t'as été choqué. Ouais. T'imagines ou pas? Ouais. Tellement, en fait, en grandissant en France avec ce qu'on te met dans la tête, etc., t'es toi-même choqué alors que t'es musulman. Mm, mm. Imagine pour un non-musulman, etc. Ouais. En vrai, c'est une dinguerie quand tu y réfléchis. Non, c'est vrai que c'était fou. C'est très compliqué. Subhanallah. Et du coup, la question qui vient naturellement, c'est qu'est-ce qui a été pour toi le déclic ou la volonté de quitter les UK, tu vois, le Royaume-Uni, sans parler du Maroc, mais en tout cas pour quitter le Royaume-Uni, qu'est-ce qui t'a fait dire, faut quand même que je parte, que j'aille voir ailleurs? Ouais. Alors en fait, si tu veux, moi, en Angleterre, j'étais dans un petit cocon. On vivait dans une petite ville, enfin la grande ville de Birmingham, mais dans un petit quartier. Et c'est un quartier avec une forte concentration musulmane. Il y avait énormément de musulmans. À la base, c'était, on va dire, des gens qui venaient plutôt du Pakistan, Bangladesh, Somalie. Et ensuite, si tu veux, il y a une grosse communauté francophone qui est arrivée, qui s'est installée dans le quartier de Small Heath à Birmingham, qui est dans le centre de l'Angleterre. Et moi, très vite, forcément, en tant que musulman, on se dit, c'est bien, t'es en Angleterre, etc. Alhamdoulilah, on va dire, t'as entre guillemets sauvé les meubles, même si, voilà, c'est toujours mieux que la France, si tu veux. C'est toujours mieux que la C'est pas France. parfait. C'est pas parfait, ça reste un pays non musulman. C'est vrai que tu es dans un cocon, donc si tu sors pas de ce cocon, franchement, tu peux très bien vivre hein, comme ça. Hein. Mais c'est un petit peu, c'est une utopie et voilà, tu te dis, pas pour la vie quoi, tu vois, Ouais, ouais. pas pour la vie parce que tu es restreint à un quartier et voilà. Donc très vite, moi je me suis dit que j'allais partir. Je me suis dit que j'allais partir. Bien entendu, en tout cas moi, mon point de vue par rapport au fait de quitter l'Europe ou de quitter, on va dire, de faire sa vie là, moi, mon point de vue, c'est de bien la préparer. Donc forcément, ça a pris un petit peu de temps. Mais très vite, j'ai voulu partir. Très vite, j'ai voulu partir. Il y a j'ai fait une petite étape d'apprentissage de langue arabe en Égypte aussi, pendant à peu près 6 mois, 1 an au total.
Et franchement, le fait de partir en Égypte aussi, ça m'a ouvert les yeux sur les pays musulmans, sur la facilité de pratiquer. Et je me suis dit, il fallait que je revienne très très vite. Alors, peut-être pas à l'Égypte. Moi, à la base, j'avais prévu de partir dans les pays du Golfe. Forcément, tu te dis, tu es anglophone, d'origine indienne. Donc, tu te dis, voilà, moi, ma place, elle est aux Émirats, en Arabie Saoudite, etc. Même si, voilà, il y a quand même pas mal de Sud-Asiatiques dans les pays du Golfe. Donc forcément, tu retrouves un petit peu ta culture, le fait de, voilà, de manger des biryani, des petits trucs comme ça et tout, ça, voilà, ça facilite quoi. Donc forcément, moi je me suis dit, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas. Et il y a aussi l'Arabie Saoudite qui me plaisait beaucoup aussi. Forcément avec les villes saintes, Mecca, Médina, il y a Riyad, il y a les Meshech, etc. Donc on se disait, moi je vais aller là-bas. Attention, là je parle pour moi, donc venez pas m'attaquer dans les commentaires. Non, Je parle vraiment. Il n'y a que des gentils dans Ouais. ma communauté, t'inquiète Je parle pas. vraiment pour moi, hein, parce que je suis pas là. Je ne critique pas les gens qui sont partis aux Émirats ou en Saoudie ou peu importe. Là, je parle vraiment. À chaque fois, je dis chacun son expérience. Moi, je parle pour moi, et c'est vrai que pour moi, en tout cas, le fait de vivre dans un pays qui est pas très loin de l'Europe, déjà rien que ça marquait des points. Ça restait dans un coin de ma tête. Il y a aussi le fait que mes amis, là, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis à Riyad, au Koweït, aux Émirats, à Mecca et à Médina, et j'ai pas eu le retour que j'attendais. Moi, je me suis dit, bon, tu vas là-bas, tu vas profiter des mashaïrs, surtout à Riyad. Tu vas profiter des mashaïrs, tu vas profiter de l'islam, etc., des cours dispensés dans les mosquées, il y a Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Haydan, etc. Donc je me suis dit, les grands savants, etc., donc c'est parfait. Et au final, mes amis, parce que déjà Riyad c'est très très grand, hein, c'est énorme, et les mashaïrs ils sont très très loin, et il y a la vie de la dunya qui te prend, et moi je voyais que la plupart de mes amis, anglophones ou francophones, Il charbonne. ils charbonnent en fait. C'est-à-dire le matin, après le fajr, 6h du matin, tu vas au boulot, tu reviens, il est 14h, tu es fatigué, tu dors et après tu donnes des cours. Tu vois? Moi, c'était ça en fait. Après, encore une fois, leur expérience, ça m'a impacté. J'ai eu plusieurs opportunités pour pouvoir travailler là-bas. À chaque fois, ça collait pas avec ce que je recherchais. Et c'était pas dans l'entrepreneuriat, c'était pour aller travailler pour des sociétés en tant que professeur ou dans d'autres projets. Et au final, ça collait pas avec ce que je recherchais. Donc, il y a eu un petit moment de remise en question. Il y a eu un petit moment de remise en question. Je me suis dit, final, je crois que les pays du Golfe, c'est pas trop pour moi. Ou alors, dans un premier temps, en tout cas, je préfère vraiment, voilà, me poser dans un pays du Maghreb. Moi, j'ai du coup ma femme qui est d'origine marocaine, donc, alhamdoulilah, ça a beaucoup joué. Parce que je voyais, entre guillemets, la hijra au Maroc comme étant comment dire, ça cochait pas mal de cases. Ouais. Le Maroc coche pas mal de cases, surtout pour nous les francophones. Alors, du coup, voilà, en fait, je me suis dit, au final, je pense qu'on va faire un tour au Maroc, on va aller s'installer là-bas et s'y établir, poser nos fondations, entre guillemets, et ensuite, une fois qu'on est bien installé, qu'on a posé nos fondations, etc., pourquoi pas partir et faire quelques mois ici, à droite, à gauche, mais au moins, si on nous dit de rentrer chez nous pour X ou Y raison, on revient dans un pays musulman. Tu vois, Clairement. c'était ça l'idée en fait, tu vois. Je peux comprendre parce que surtout que vu que tu es marié à une Marocaine, même au niveau des papiers, c'est plus facile pour toi. Oui. Tu peux obtenir la résidence plus facilement, Ouais. tu peux te projeter sur le long terme. Et ça, c'est des questions que j'ai beaucoup avec des gens qui habitent aux Émirats, notamment, principalement aux Émirats, c'est que c'est dur d'avoir la résidence là-bas et tu dois renouveler ton visa régulièrement. C'est très très difficile de te projeter sur le long terme. Tes enfants, ils sont pas émiratis, ils sont C'est pareil ça. pour avoir la résidence, c'est très compliqué pour eux. Bref, c'est quand même le parcours du combattant pour te projeter sur très long terme. Et en vrai, quand tu as des enfants et que tu veux te projeter, c'est quand même plus agréable de se sentir dans un pays où tu vas être accepté. Tout à fait. sur- Mais moi, je le dis tout le temps, Walid. Je dis, pour vous, les Maghrébins en tout cas, c'est une aubaine. Que vous soyez Marocain, Algérien, Tunisien, même Sénégalais ou Malien, à partir du moment où vous avez un pays musulman, qui est votre pays, mais retournez dans votre pays, subhanallah. Je ne suis pas contre le fait d'aller, on va dire, dans d'autres pays pour se servir de l'expérience en tant que tremplin professionnel, ou alors pour économiser, etc. Et puis c'est vrai que dans les pays du Maghreb, on va dire que la plupart du temps, il faut soit travailler pour une boîte française à distance, ou alors être dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais celui qui a l'opportunité
surtout si vous êtes marocain, parce que le Maroc se développe très très rapidement, les infrastructures, et voilà, il fait bon vivre quand même malgré tout au Maroc. Il n'y a pas d'excuse, quoi. Et surtout, on a une clé qui est grave sous-estimée des Maghrébins en France, c'est le deuxième passeport. Bah ouais. C'est d'être vraiment chez toi. Tu as Bah ton ouais. passeport marocain, ton Et passeport moi, en tant que algérien, converti, ton je passeport peux le dire. tunisien. Et je sais Exactement. et la plupart des étrangers qui viennent, Galère par ils rapport à ça. galèrent par rapport à ça. Ouais, Et tout à fait. limite, ils nous envient, tu vois. Ils disent, vous Tout avez à le fait. passeport, vous êtes chez vous. Tout à Tu fait. vois, et Tout à fait. franchement, ça fait la différence. Ouais. Donc, du coup, le choix du Maroc à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Ça s'est fait du coup dans les années 2017-18. Moi, j'avais déjà l'intention de faire la hijra depuis très très longtemps, hein. Franchement, ça a été depuis, en fait, quelques années après que je sois parti en Angleterre, donc dans les années 2010-11, ça y est, moi je voulais déjà partir. Donc ça s'est fait sur du long terme, hein, malgré tout, hein. Ouais. C'est pas un projet, la hijra, c'est pas, en tout cas, moi encore une fois, c'est mon avis, hein, dessus, c'est pas un projet qu'il faut prendre à la légère. Pour moi, c'est vraiment un projet qui se prépare. Déjà, avant tout, avant le financier même, c'est d'avoir un pourquoi fort intérieurement. De se dire pourquoi est-ce que je fais la hijra? Pourquoi je pars au Maroc? Pourquoi je pars dans un pays musulman? Une fois que tu as ça et que c'est ancré dans ton cœur et que tu le nourris sur des années, la première épreuve qui va t'arriver dans un pays musulman, elle va pas te faire trembler. Parce que c'est quelque chose que tu as cultivé depuis des années. Tu te dis, c'est bon, ça fait des années que je pense à ça, ça fait des années que je me prépare. C'est pas, voilà, on galère pendant 2-3 mois, ou c'est pas ça qui va me faire partir maintenant, tu vois. Donc c'est pour ça, le fait d'avoir un pourquoi fort, ça c'est number one. Et puis après, bien entendu, le fait, bien entendu, de préparer sa hijra professionnellement parlant, et puis tout ce qui va avec, hein, tout ce qui va avec derrière. On va en parler de la partie professionnelle dans la deuxième partie. Et du coup, je vais rebondir un peu sur les questions que j'avais reçues et que j'ai pas pu poser pour l'instant. On m'a demandé également est-ce qu'il y avait des villes dans ton expérience qui étaient plus favorables, en tout cas au Maroc, pour des personnes qui étaient anglophones et qui avaient cette deuxième langue que tu conseillerais si jamais tu as la réponse. En fait, moi, le choix de la ville, pour moi, c'est pas forcément, on va dire, lié à le fait de parler français ou anglais. Pour moi, déjà, number one, ça va se jouer à la situation en termes de résidence. Si vous êtes, on va dire, un couple de convertis, pour moi, c'est plus logique d'habiter près des frontières. Forcément, pour pouvoir sortir, entrer, donc on va dire que les villes comme Tanger, Tétouan, on va dire proches des villes comme Ceuta, Melilla ou alors l'Espagne ou quoi, on va dire que c'est des villes qui sont un petit peu plus, c'est un petit peu plus logique, en tout cas pour moi, d'habiter là-bas, si vous êtes un couple de convertis. Maintenant, si vous êtes résident et que vous n'avez pas de problème en termes de résidence et que vous n'avez pas à sortir tous les 3 mois, franchement, après, ça va se jouer aux affinités. Nous, à la base, on devait partir à Marrakech, parce qu'on a de la famille du côté de Marrakech. Et au final, on s'est dit pourquoi pas tester à Agadir. Ça se jouait entre les deux villes. On est venu à Agadir, on a testé, on a loué, on va dire, un petit appartement sur 1 mois ou 2. On a vu que ça nous plaisait. Déjà en termes de météo, les activités. Agadir, c'est très familial aussi. Il y a la plage. La plage, c'est un gros plus, hein, la mer, etc. L'air marin, comme tu dis souvent. Donc c'est vrai que Agadir, on va dire, coche pas mal de cases. Et au final, on a décidé de rester. On a décidé de rester à Agadir. Et c'est vrai qu'Agadir est une ville très familiale et ça nous plaît bien. Ça nous plaît bien, alhamdoulilah. C'est aussi une ville du sud. C'est une ville, c'est une ville avec laquelle on a pas mal d'affinités et ça bouge. Une ville du centre même. Du centre, c'est vrai. J'ai regardé ta vidéo d'hier. C'est vrai que c'est une ville du centre qui est très très bien située au Maroc et je pense très très stratégique, surtout dans les années à venir. Je pense que dans l'avenir, géographiquement, elle est tellement placée dans un endroit clé du Maroc qu'elle va avoir, Tout à fait. Elle va avoir son rôle à jouer. Petit aparté, c'est vrai que moi, avec l'expérience de Mohamed, moi je vous conseille toujours quand vous vous installez au Maroc, surtout si vous n'êtes pas d'origine marocaine et que vous ne connaissez pas les villes, prenez un appartement pour 1 mois, 2 mois. Un appartement même meublé directement, vous ne vous engagez pas dans des ameublements qui vont vous coûter très cher, etc. Soyez sûr de la ville avant, des quartiers, ça va vous permettre de connaître les différentes écoles, les quartiers qui coûtent cher, moins cher, mieux fréquentés, etc. avant de vous installer vraiment définitivement. C'est vraiment un conseil que je trouve important, surtout si vous n'êtes pas marocain ou que vous ne connaissez pas la ville d'installation.
Et une des autres questions, c'était est-ce que tu penses que ton expatriation, ton émigration au Royaume-Uni, au niveau du caractère, comment tu t'es adapté, etc., t'a aidé à t'adapter au Maroc, pareil aux Marocains, aux locaux Bah, je pense que oui, dans le sens où, à partir du moment où tu pars et que tu goûtes, entre guillemets, à une première expatriation, même si je suis parti en tant qu'étudiant, forcément, tu pars avec le cœur ouvert, tu pars dans un nouveau pays, donc il faut t'adapter à la mentalité. Les Anglais, bah, c'est pas les Français, hein. Il y a pas mal de choses qui diffèrent, hein, surtout au niveau de la bouffe, au niveau du temps. Voilà, il faut s'adapter et accepter, hein, parce que sinon, tu vas rentrer vite fait en France. Tu vois. La différence de climat, ça a dû te frapper Ouais. entre Birmingham où tu étais et le Maroc. Ah oui, à ce niveau-là, oui. C'est vrai que Paris-Birmingham, on va dire, bah, déjà, il y a une petite différence, mais c'est vrai que l'Angleterre au Maroc, ah, je peux te dire que la première année, je savourais tous les palmiers que je voyais. C'est pas un cliché, il pleut tant que ça là-bas. Donc forcément, tu passes de 3 jours de pluie par an à 300 jours, excuse-moi, de pluie par an à 300 jours de soleil, Ouais, c'est voire vrai. plus à Agadir. Donc non, c'est un très très gros changement. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la partie, l'héritage francophone ou français que la France a laissé au Maroc. Malgré tout, nous, quand tu viens de l'Angleterre, c'est quand même quelque chose que tu apprécies de retrouver des petits croissants, des petites baguettes, des petits yaourts, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en Angleterre, c'est un petit peu la sécheresse culinaire, tu vois? Même si niveau viennoiserie, on n'est pas non plus sur du niveau Ouais, non, mais français. Ça, c'est pas mal, ça s'améliore, mais exactement. on Non, non, est... mais moi j'étais très content parce que Ouais. nous, là-bas, c'était, t'allais à Lidl pour trouver tes baguettes, Ah là, ouais, d'accord, tu ok. vois. Donc les Ouais. baguettes, c'était du surgelé, etc. Il me semble. En tout cas, c'était pas, voilà, c'était pas le niveau de, c'était pas la France, mais le fait d'arriver au Maroc et de voir des rayons pleins de yaourts, de fromage, etc. Ah ouais. Ça change, tu vois. Et pour revenir sur l'héritage entre guillemets français, c'est vrai qu'à Agadir, tu retrouves cet héritage français. Je sais pas. Vous, en tant que Gadiri, en tant que Marocain, vous allez peut-être pas voir la différence, mais moi, en tant qu'Indien, parce que nous, en Inde, on a 4 villes qui ont été colonisées par la France, dont la ville dont mon père vient, qui est Pondichéry. Et si tu veux, à Pondichéry, les Français ont laissé un petit héritage là-bas. D'accord, le nom des rues qui est écrit en français, les bougainvilliers, les petites ruelles, etc. Et en venant à Agadir, je me suis dit, subhanallah, ça me fait rappeler le bled C'est vrai. par rapport à ce Ah ouais, c'est niveau-là. pas mal. Donc ils ont laissé un petit héritage français là-bas Ouais, qui est positif. Hein. Je parle pas de voilà, on sait que l'héritage, enfin la colonie française il y a eu son lot de choses négatives, mais en tout cas, il y a eu des petits trucs français comme ça qui, moi, on va dire, ça a été des petites on va dire des petits points identifiants. Et c'est vrai qu'en venant au Maroc, que ce soit à Marrakech ou à Agadir, les petits bougainvilliers, les petites ruelles, etc. et tout, ça me fait penser à ouais, Pondichéry, tu c'est vois. marrant. Ouais, Tu vois, bah, c'est nous, carrément. c'est vrai qu'on le voit Bah pas, oui, on le remarque ouais, pas, ouais, ouais, ouais. mais ça reste intéressant. Et bah justement, là, bon, tu as un peu répondu, mais en tant que ancien résident en Angleterre, au niveau de la culture française et anglaise, comment tu vois la culture marocaine moi, j'imagine qu'elle est plus proche de la culture française, mais est-ce que tu vois des similitudes avec la culture anglaise? Est-ce que tu vois des différences? Alors déjà, moi, je suis venu au Maroc en 2020. Et c'est vrai que depuis que je suis ici, je vois, bon, forcément, on sait que le Maroc a un gros passé, entre guillemets, avec la France, que ce soit administrativement parlant, que ce soit en termes de langue, hein, tout est écrit en français. Petite anecdote, une fois, moi j'ai un ami marocain, mais il n'est pas francophone. Il est américain, et du coup, on parle anglais. Une fois, on était parti manger un petit ftor ensemble. Et le menu était écrit en français. Et lui, du coup, c'est un Marocain. Il me dit, Mohamed, c'est écrit quoi? Subhanallah, je suis Marocain. D'accord? C'est écrit en français. Je suis obligé de demander à toi qui n'es pas Marocain pour me dire, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse, on va dire, empreinte française, francophone au Maroc. Mais il y a un shift qui est en train de se faire. Et ça, je l'ai vu t'en as parlé aussi, t'en parles sur ta chaîne, et je le vois un petit peu partout sur les réseaux et sur les chaînes d'information. Tu vois que le Maroc, il est en train de prendre une tournure, d'accord? Il est en train de délaisser petit à petit le français pour l'anglais. Et ça, moi, je trouve que c'est un point positif. Bah, premièrement, parce que l'anglais, forcément, c'est la langue internationale en termes de commerce, en termes de voilà, professionnel, etc.
Et ça, moi, je le vois même dans nos équipes où on a des jeunes qui bossent avec nous et qui sont pas francophones. Ils sont pas francophones. Moi, je leur parle en anglais, soit en anglais ou soit en darija ou en shluh, un petit peu aussi. J'ai le Mais cas aussi, ouais. ouais, mais ils sont pas francophones. Et ça, je le vois de plus en plus. Donc, chez les personnes âgées, tu vas voir que les gens sont un petit peu plus francophones, mais chez les jeunes, ils ont C'est délaissé le contraire, ça. ça commence à Ouais, changer. ouais, ils ont délaissé ça. Il y a une poussée vers l'anglais au Maroc. Voilà. Et maintenant, si tu veux, le fait, moi, de venir d'Angleterre, tu sens que, au niveau du peuple marocain, quand je leur dis que moi, je viens de UK, tu sens que, comment dire, tu sens qu'ils te traitent un petit peu différemment par rapport aux gens qui viennent de France. C'est pas les brani ou alors les safariennes, comme ils disent. Tu vois, les safariennes, les MRE et tout. Des fois, il peut y avoir un petit, comment on appelle ça? Ils vont... Dédain. Voilà, un petit dédain de la part des locaux. Mais là, c'est vrai que quand tu dis que tu viens d'Angleterre, c'est tout de suite, ah, c'est intéressant, c'est nouveau, etc. et tout. Même si je suis français, hein, je suis francophone, etc. Mais c'est vrai que, voilà. Donc, par rapport à ça. Mais moi, les Marocains, je les trouve très ouverts d'esprit et très ouverts par rapport aux gens qui viennent s'installer au Maroc. Et ça, c'est un gros point positif, machallah. Alhamdulillah. Dernière question, on va dire sur la partie plus UK, Maroc. Quel conseil pratique tu donnerais à quelqu'un qui viendrait d'un pays anglophone, Royaume-Uni, mais pas que, parce que j'ai reçu aussi des questions de gens qui étaient soit en Australie ou au Canada, etc., et qui viendraient s'installer au Maroc. Alors, bah déjà, à partir du moment où tu es anglophone, tu as une carte en plus à jouer au terme professionnel. Tu parles anglais, donc forcément, tu fais la différence. Hein. On va dire que tu as un USP qui est un petit peu différent. Donc là, tu auras forcément un petit peu plus de chances à trouver du travail. Moi, à titre de, comment dire, d'anecdote, la première fois que je suis venu avec l'intention de m'installer, j'étais allé voir un Anglais qui avait une agence de marketing digital à Marrakech. Et j'étais allé le voir et tout, et je lui avais sorti mon CV, voilà, francophone, anglophone, arabophone, etc. Il avait bien aimé, et j'ai bossé avec lui au final, à distance. Moi, j'étais encore en Angleterre, et lui, il avait son agence à Marrakech. J'avais bossé avec lui et tout. Et au final, moi, quand je suis venu m'installer ici, ça y est, j'avais plus besoin de travailler pour lui parce que j'avais ouvert mon agence, etc. et tout. Mais je suis toujours en contact avec ce gars, il s'appelle Mark Atwood. Il a toujours son agence à Marrakech. Et franchement, une bonne agence de SEO, marketing digital et tout. Et je pense que s'il y a des profils intéressants, ils recrutent. Hein, à Et voir. en réalité, ça peut être une bonne piste pour ceux qui sont anglophones et qui cherchent du boulot, d'aller voir des agences directement anglaises Exactement. ou gérées par des Anglais, tu vois. Exactement. Et eux, tu leur conseillerais d'aller voir quoi sur LinkedIn, sur Facebook pour trouver ce type de boîte? Ouais, franchement, moi, ça s'était fait sur Google, tout simplement. J'avais tapé Digital Marketing Marrakech. J'étais tombé sur lui. Je me suis dit, ah, subhanallah. Je l'ai appelé. Il m'a dit, viens. On a eu un petit entretien. Ça s'est bien passé. Il m'a dit, bah, quand tu rentres en UK, et au final, on a bossé ensemble à distance, comme ça, en freelance. Et après, j'ai arrêté. Mais franchement. Non, mais tu vois, des fois, les gens, ils cherchent compliqué comment trouver du boulot de ça. Bah, une recherche Google et ça peut aller très vite, tu vois. Il faut juste oser parfois d'aller appeler la personne, envoyer un mail, un contact, Ouais. et puis après, ça peut déboucher sur quelque chose. Voilà pour la partie, on va dire, parcours, de culture, de changement de pays, etc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On va parler de la réorientation professionnelle, de son agence digitale, pourquoi il s'est réorienté. Donc, on va partir sur ça. Mais ma première question sur ce sujet était plutôt de savoir, tu parlais tout à l'heure que tu avais fait une IUT, ça? Un DUT? Ouais, c'est ça, un DUT. Est-ce que c'était déjà dans le monde du web, de l'informatique? Bah, du marketing, ouais. Moi, je suis dans on va dire, le marketing, la vente depuis un moment. Hein. Ça fait depuis, après, on va dire, après le bac. J'avais tout de suite pris une orientation professionnelle axée marketing. Ensuite, ce que j'ai fait, j'avais fait un DUT et j'avais fait une année, du coup, en Angleterre. J'ai fini mon bachelor en UK et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé en tant que prof dans une école privée musulmane à Birmingham. D'accord. D'accord? Donc j'ai travaillé en tant que prof d'arabe, de Coran, je faisais aussi de la géographie, du sport, etc. C'était une petite école, une petite structure de à peu près 250-300 élèves, une école qui m'a beaucoup apporté et envers laquelle je suis extrêmement reconnaissant. Machallah, c'était des Anglais, hein, c'est des Anglais, j'enseignais en anglais. Elle existe toujours? Elle existe toujours, elle s'appelle Greenfield Primary School à Small Heath, UK. Et je dis souvent que dans ce parcours-là, dans cette expérience professionnelle, c'est un petit peu moi l'élève dans le sens où j'ai vraiment moi consolidé déjà mes acquis dans l'arabe
parce que j'étais prof d'arabe, mais ça a duré 5 ans, hein, cette expérience professionnelle. Mais voilà, j'ai vraiment consolidé toutes les bases de la langue arabe. Forcément, hein, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Clairement. Donc, j'ai vraiment consolidé. Et en plus de ça, j'étais très très bien entouré avec l'équipe du corps professoral de l'école. J'avais comment dire, des collègues de qui j'ai vraiment beaucoup appris en termes de din, en termes de akhlaq, en termes de même au niveau de l'anglais, au niveau des voilà, on était très très bien entourés et franchement, voilà, machallah, c'était très très bien. Je suis resté 5 ans dans cette école-là. Je suis resté 5 ans dans cette école-là. Ensuite, j'ai décidé de me lancer. J'avais fait un petit business. J'avais fait un restaurant. J'avais lancé un petit resto en UK, à Birmingham. J'ai fait ça pendant 1 an ou 2 ans. Et franchement, c'était très fatigant. Le monde de la restauration, C'est dur, hein. c'est très fatigant. Franchement, moi je travaillais avec un chef, c'était pas moi le chef, mais je m'occupais de tout ce qui était opérationnel, aller faire les courses, etc. Et voilà, C'est une galère. franchement. J'ai beaucoup de respect pour ceux Ah qui ouais, travaillent dans la franchement, ceux qui restauration. bossent dans la parce restauration, franchement, chapeau parce que c'est vraiment pas facile. Les produits frais, voilà, la satisfaction du client, ils sont durs les et clients. ils sont durs. Moi, j'ai déjà parlé avec des amis restaurateurs et ils te disent, des fois, une seule faute, tu vois, et ben, Ouais. c'est le moment où il va te mettre un avis, Ouais, tu vois. ouais, Quand c'est c'est ça. parfait, il te mettra pas d'avis. C'est ça. Et il te tue sur les avis Google, etc. Non, je sais que c'est très, très, très dur la Vraiment pas restauration. facile. Subhanallah. Et si tu veux, ensuite, franchement, j'étais fatigué. J'étais fatigué de cette expérience. Je me suis dit, écoute, moi, c'est à ce moment-là, quand j'étais dans la restauration, que j'ai découvert les web entrepreneurs, les digital muslims, les premiers digital muslims. À l'époque, c'était Saïd Amzil. Ouais. Tu te souviens? Ouais, ouais, bien sûr. Saïd Amzil, il y avait qui d'autre? Il y avait Gaston Last aussi. Ouais. Il y avait, voilà, il y a pas mal de gens comme ça que je voyais, voilà, qui apparaissaient sur mon feed Instagram, etc. Je me disais, mais ok, tu vois, et je voyais le business plan et je me disais, ça c'est pas mal ça. Le fait de pouvoir travailler, tu es complètement, on va dire, libéré d'un point géographique. Tu peux travailler depuis ton ordinateur et tu as juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet. Je me suis dit, ça j'aime bien. Et moi j'avais un petit peu ce côté geek déjà depuis que je suis tout petit, hein. Je suis d'origine indienne, hein. Tu vois le truc, hein. Moi depuis tout petit, mon père voilà, il m'avait mis sur un PC, etc. Mes cousins, ils ont tous appris le langage C, Java, etc. Même moi quand j'allais en Inde à l'époque, sur les petits marchés là, l'équivalent du souk ici où tu trouves Amlou et Zitergen, bah là-bas c'était des logiciels Windows craqués, les langages C++, etc. Tu vois, les petits ils étaient là et tout. Donc c'est vrai que ce petit côté geek voilà, il était ressorti. Et pour l'école dans laquelle je travaillais, je m'occupais de toute la partie digitale, design, etc. Donc je faisais ça depuis un petit moment déjà. J'avais même commencé le design depuis 2008-9 où je faisais ça je faisais des petites affiches pour des douros à Birmingham, etc. et tout. Du coup, ça m'avait plu. Ça m'avait plu. Je me suis un petit peu renseigné, je me suis formé, Ouais. d'accord. J'avais fait une petite école de marketing digital à Birmingham. Ensuite, en anglais. Ensuite, ça m'a permis moi, du coup, de trouver un petit travail dans le milieu. Moi, je suis très débrouillard, donc je m'étais formé aussi beaucoup sur YouTube, sur Udemy. J'avais acheté quelques formations, etc. Donc, je m'étais formé. Vraiment, j'avais consolidé tout le côté design et web design. Et dès que j'ai commencé à travailler pour une petite boîte, je leur avais dit, écoutez, je vais vous développer tout votre côté digital, etc. Donc j'étais designer chez eux, je faisais aussi tout ce qui était web design avec WordPress et tout. Et c'est là que je me suis vraiment bien formé dans le SEO. Dans le référencement, donc le SEO, c'est le Search Engine Optimization, c'est le référencement Google, référencement naturel, où si vous voulez, votre site internet va se positionner dans la première page ou dans les 3 premiers idéalement de la première page de Google. Et ça, c'est, on va dire, une technique qui apporte du trafic sur votre site et par conséquent des ventes. Donc, je m'étais formé. Moi, c'est à partir de 2017 où j'ai commencé vraiment. J'ai un ami à moi qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier dans le SEO. Il venait, du coup, lui, à des events SEO dans le sud de l'Angleterre, à Brighton. Il m'a dit, écoute, Mohamed, il faut absolument que tu viennes, etc. Viens. T'inquiète, j'ai des places pour toi et tout.
Du coup, je suis allé, premier événement, j'ai kiffé. Je me suis dit, écoute, voilà, franchement, c'est terrible. J'étais revenu l'année d'après et tout. Et voilà, ça y est, j'étais piqué au SEO. Et du coup, moi, j'ai évolué comme ça dans l'agence. Donc, j'avais le côté design, web design et SEO. Salarié. En tant que salarié, dans cette petite agence en Angleterre, à Birmingham. Pour faire court, moi, j'avais aussi quelques petits clients sur Twitter, sur Instagram. C'est à ce moment-là que j'avais commencé à lancer mon petit compte Insta, etc. Et j'avais quelques petits clients, voilà, bouche à oreille et les réseaux sociaux, où voilà, on me prenait un petit site par là. Au début, tu commences, tu fais gratuitement, d'accord, pour les proches. Et ensuite, bah voilà, tu fais payer, mais pas trop cher, tu vois. Et ensuite, petit à petit, tu fais de plus en plus cher. Et au final, moi, à partir du moment où, je me souviens, j'avais même pris un petit bureau en Angleterre et j'allais travailler le matin dans ce bureau-là et l'après-midi, je continuais dans mon agence, dans l'agence pour qui je travaillais en tant que salarié. Et j'ai réduit mes heures avec eux et j'ai augmenté, moi, mes heures dans ma petite... c'était même pas une agence à l'époque, c'était vraiment mon petit side hustle, entre guillemets, mon petit business sur le côté que je développais comme ça. Et dès que je voyais que j'avais un petit peu plus de contrats et que je voyais que ça durait sur le temps, je réduisais avec mon salarié. Jusqu'au jour où je lui ai dit, écoute, ça s'appelait Ahmed. Je lui ai dit, Ahmed, est-ce que tu serais prêt à me faire travailler, mais à distance? Parce que moi, je voyais le Maroc, moi. À ce moment-là, j'avais ma vision déjà du le Maroc en tête. Ouais. Voilà. Je me suis dit, écoute, voilà, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai envie de partir. Ça y est, l'Angleterre, ça y est, baraka, c'est plus pour moi. J'ai besoin de quitter UK et d'aller au Maroc. Il m'a dit, franchement, non. Il m'a dit non. Le jour où il m'a dit non, quelques mois après, j'ai dit, Allah aounak. Je lui ai dit, salam alaikum. J'ai pris des bureaux en Angleterre. Je me suis associé avec mon gars, là, Mohamed, l'anglais. Et on a fait notre petit bureau comme ça. Et on a commencé vraiment humblement. Moi, j'étais le mec qui m'occupait de tout ce qui est livraison, site internet, etc., design et tout. Et Mohamed, l'anglais, c'est un Indien d'Angleterre. Lui, que vous retrouvez sur ma chaîne sûrement, et lui, bah, il allait avec son sac à dos à l'anglaise avec des flyers et tout. Il allait dans la rue distribuer des flyers et tout. Voilà, on fait du design, nanani, nanana. Et les mecs, ils disaient, ah ouais, c'est combien, tac, tac et tout, tu vois. Et on a commencé comme ça. Ah ouais, mais... Subhanallah, on a commencé comme ça. C'était en 2019, décembre 2019. Ensuite, ça, c'était au Maroc, ça? Non, ça c'était en UK. Ah, d'accord, ok. Moi, je suis venu en 2020, moi. D'accord, ok. Je suis venu 6 mois après. Donc, tu n'étais pas encore installé ici? Non, j'avais mon agence en UK. Ok. 2019, mars 2020, il y a le Covid. À la base, on devait partir un petit peu plus tard. On s'est dit, dès qu'ils réouvrent les frontières là, du Maroc, ça y est, on y va. Tu vois. Et du coup, on est parti. On a fait les cartons, etc. On écoutait des doros sur la hijra pour se motiver, etc. Et quand on est arrivé au Maroc, c'était un soulagement. C'était un grand soulagement, subhanallah. Et en plus, voilà, on était chez la famille, etc. Donc, on était bien accueillis. Et, franchement, ça aide, hein. Ça aide si tu as de la famille sur place pour t'accueillir, etc. C'est une facilité énorme. Hein. Donc voilà, donc là tu as parlé de ta formation, comment tu as appris un peu le métier, et on voit que tu es passé par plusieurs étapes, c'est bien, tu vois. Et même la partie site offert, etc. Moi je le conseille en général aux gens qui veulent se former. Souvent je reçois des messages, voilà, j'ai fait une formation pour être développeur, pour être monteur vidéo, etc. Mais comment être sur les plateformes de freelance, tu vois, parce que c'est dur au début, t'as pas de portfolio, etc. Il n'y a pas de secret, malheureusement, tu es obligé de faire gratuit. Tu fais pour les proches, la famille, tu fais des projets. Voilà. Si tu n'as personne à qui faire, tu fais pour toi-même, tu inventes des faux projets et tu fais des trucs pour t'amuser, tu vois. Exactement. Tu n'as personne à qui tu vas faire un site, je sais pas, moi, tu es fan de basket, tu vas te faire un site sur le basket. Bref, tu t'entraînes et ça te fera une vitrine. Voilà. Et ensuite, tu te mets sur ces sites de freelance, tu fais des prix bas, compétitifs, le temps d'avoir tes premiers avis et tout ça. Et c'est comme ça. Tu es obligé de grinder, en fait. C'est ça, Et après, petit à petit, tu montes les prix, comme tu as dit. Tu vois. C'est le commerce. C'est le commerce, franchement c'est le commerce. Et avec ton expérience, après tu peux commencer à vraiment monter les prix, tu te formes. Nous on s'est même formé aussi dans le pricing, dans le fait de mettre ses prix à tel ou tel, tu vois, on a pris des formations là-dedans et tout. Ça nous a permis de vendre des sites à 20 000, 40 000 euros, tu vois. Donc avec toute une stratégie, etc. derrière, il faut absolument passer par la formation. D'accord, il faut passer par la formation. Se former, c'est vraiment essentiel. C'est important aussi d'avoir une méthodologie quand tu te formes. D'accord.
une méthodologie quand tu te formes. Se former dans le pricing, dans le sales aussi. Je pense que tout le monde a besoin de vendre ses produits, que ce soit une boulangerie ou un web designer. On a tous besoin d'avoir quelqu'un dans le sales, dans la vente. Donc se former là-dedans, c'est absolument aussi, c'est très important. Et du coup, maintenant que tu t'es installé au Maroc, là aujourd'hui tu as ta propre agence. Tu parlais tout à l'heure du SEO. Est-ce que c'est ton activité principale? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta panoplie de services que tu proposes actuellement? Alors, on est en 2024. Ça fait à peu près 4 ans maintenant qu'on a notre agence de marketing qui s'appelle Adsin. Alhamdoulilah, on a pris des bureaux ici à Agadir au Maroc qui sont magnifiques. Maintenant, ce qu'on fait, si tu veux, on va dire principalement, on va être dans tout ce qui est site internet, landing page, tunnel de vente, d'accord? Ça va être comment mettre en valeur un produit, un service, d'accord, dans une page d'atterrissage, une landing page ou un tunnel de vente. Des sites internet, on va dire, avec un côté un petit peu luxe, un petit peu minimaliste, avec des belles couleurs, etc. Et on fait aussi, bien entendu, du copywriting, on fait du référencement naturel aussi. Ça, on en fait aussi, du SEO. Donc on a un côté SEO aussi, on a un côté design où on va aussi faire parfois des logos, du branding aussi pour des sociétés. Donc ça, c'est toute la partie marketing de mon agence. Et ensuite, j'ai toute la partie Mohamed Hindi qui est, on va dire, ma deuxième activité professionnelle où là, je fais des formations où je forme les gens à transitionner vers un nouveau projet professionnel, à changer de carrière. D'accord, à changer de carrière progressivement, si tu veux, où on va passer par le moonlighting, un petit peu ce que j'ai fait en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir un travail et le soir tu vas te former, tu vas avoir tes petits clients comme ça sur le côté et petit à petit jusqu'à remplacer ton travail. Donc là, je me suis spécialisé là-dedans. J'accompagne aussi des gens qui sont désireux de lancer leur business en ligne, leur projet de business en ligne, que ce soit un site e-commerce, un site de service, quelqu'un qui a besoin de faire du consulting ou alors qui vend sa matière grise, comme on fait nous, du design, du marketing, des sites internet ou peu importe, ou alors des produits digitaux. C'est-à-dire que la personne, elle vend, comme tu fais toi, un e-book ou alors un accès à une application ou des formations, etc. Moi, je vois que ça, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est, encore une fois, tu as une liberté aussi financière dans le sens où tu délies ton travail du temps. D'accord? Ça veut dire que toi, tu peux travailler, entre guillemets, et une fois que tu as fermé ton ordinateur, tu peux continuer à recevoir, à faire des ventes, à recevoir de l'argent, même la nuit en dormant. Très important. Voilà, et ça, c'est un petit peu la vision que j'avais, moi, depuis le début, en me formant un petit peu avec tous ces digital muslims. C'est vraiment d'avoir une liberté géographique et financière. Et ça, c'est important. Je pense que c'est vrai que c'est un petit peu à la mode aujourd'hui, tout le monde en parle, ouais, soyez libre géographiquement, financièrement, etc. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile d'arriver à ce stade-là, mais c'est faisable. Franchement, c'est faisable. Il faut avoir une vision, il ne faut pas lâcher. Il faut vraiment pas lâcher. En fait, je pense que c'est difficile parce que il faut d'abord avoir le déclic au niveau psychologique parce qu'on a grandi dans le moule du salariat. Tu vois, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos parents, nos oncles, la famille, c'était tout le monde l'objectif d'avoir le CDI, les 35 heures, la maison, limite le crédit. C'est ça. Tu vois, c'était la direction vers laquelle on t'envoyait. Tu vois. Alors qu'en vérité, quand tu réfléchis avec l'expérience et un peu plus de savoir aujourd'hui, on comprend que finalement, échanger ton temps contre un salaire, c'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure rémunération. D'où ce que tu parlais, parce que au final, ce que tu dis, c'était générer finalement un passif. Voilà. Quelque chose qui travaille pour toi, entre guillemets, tout seul. C'est ça. Tu as investi beaucoup de temps au début, beaucoup de travail pour quelque chose qui va perdurer ensuite sans l'échange de ton temps. Ah oui, on m'a beaucoup posé la question au niveau de ton agence, mais même au niveau de ton activité de Digital Muslim. Est-ce que tu avais déjà recruté des Marocains? Qu'est-ce que tu pensais du niveau marocain, que ce soit au niveau du développement, au niveau du montage, au niveau du professionnalisme, voilà. Qu'est-ce que tu pensais des locaux, entre guillemets? Alors oui, alors nous on travaille dans notre agence avec des gens de France qui sont expatriés aussi au Maroc et on travaille aussi avec des gens du bled. D'accord? Donc des gens du bled, des Marocains, on en a recruté. On travaille avec des gens aussi d'autres
d'autres nationalités. Moi, j'ai des Indiens aussi dans mon équipe en Inde. Mais si tu veux, pour les gens du Maroc et les gens entre guillemets du bled, c'est vrai qu'il y a une mentalité qui est un petit peu différente de celle de l'Europe, dans le sens où on n'a pas entre guillemets, je pense, les mêmes standards. Les mêmes standards en termes de design, en termes de perfection dans le travail. Nous, on va être un petit peu plus, comment dire, perfectionniste. Après, c'est vrai que ça peut être un frein dans le sens où, moi, je parle toujours de, voilà, arrêtez d'être perfectionniste, lancez votre projet, le MVP, Minimum Viable Product, lancez-le et ensuite vous perfectionnez avec le temps. Quand c'est pour toi, ça va, mais quand c'est pour les clients, c'est compliqué, donc tu es toujours obligé de passer derrière. Franchement, c'est souvent le cas. Après, il y a des gens avec qui on a bossé, que ce soit ici au Maroc ou ailleurs, qui ont eu l'œil dans le design, qui ont eu, on va dire, la précision dans la perfection. C'est arrivé, mais j'ai du mal à trouver. J'ai vraiment du mal à trouver. Après, en même temps, ça va aussi avec le salaire. On optimise, entre guillemets, nous, nos salariés et les coûts dans ce sens-là. Donc forcément, on n'aura peut-être pas la même qualité. Mais c'est vrai que nous, entre guillemets, les gens, que ce soit du Maroc ou enfin du bled, entre guillemets, on va les mettre surtout dans des tâches d'opération, mais qui ne sont pas forcément liées, où il n'y a pas forcément le contact avec le client, déjà d'une, et où il n'y a pas vraiment besoin voilà, d'écrire le français ou l'anglais comme du copywriting, etc. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, ça va être dans le design, dans le web design, dans du coding, tu vois, dans ces tâches-là, ou même dans le SEO et tout. Mais c'est vrai qu'il il faut avoir des meetings assez souvent et il faut vraiment partager avec le staff la vision qu'on a et leur rappeler tout le temps et à chaque fois que nos clients ils veulent de la qualité. Ils veulent de la qualité et ils ont certains standards et il faut essayer de les amener à ces standards-là. En fait, il faut les former. Il faut les former. Il faut finir leur formation. Voilà. Nous, on a eu des cas où ça a été bénéfique. Au début, on avait travaillé avec un gars où c'était compliqué en termes de design et au final, c'est un super designer. Franchement, machallah. Mais on l'a formé et c'était pour te dire que ça marche, quoi. Ouais. Ça marche, tu vois. Et au niveau de ta clientèle, est-ce que tu as une clientèle aussi qui est au Maroc ou plus à l'étranger, UK ou bien France principalement? Franchement, la plupart, si ce n'est à 100%, hein, on n'a pas de clients marocains. Moi, ça ne m'intéresse pas dans le sens où je sais que les clients marocains, ils vont être très demandeurs. Ils vont être demandeurs et pour pas grand-chose aussi. Ouais. Ils vont déjà négocier. Je sais qu'ils vont me sammar dans le prix. Ils vont me sammar dans le prix. Donc, ça va être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et je sais que derrière, ils vont me dire non, est-ce que tu peux changer ça? Tu peux faire ci? Tu peux être très exigeants. Ils vont être exigeants, mais des fois, c'est plus que la normale, tu vois. Parce qu'ils te disent j'ai payé, alors j'en veux pour mon argent. Alors qu'en vrai, de vrai, subhanallah, l'expérience que j'ai eue avec les clients 5 stars, on va dire, 5 étoiles, c'est pas trop d'exigences. Moi, je les vois, ils me disent, voilà, on a un meeting au début, un discovery call où on va parler, etc. Il va me faire part de ce qu'il veut. Il m'envoie l'argent, il me dit, ok, c'est bon, t'as livré, ok, c'est super, et allez, c'est bon. La plupart des clients, les 5-star clients, comme je les appelle, ils te laissent faire. Ils savent que t'es pro, ils voient ta vision dans le design, tu vois, dans le design, dans le travail que il te fait confiance. Tu sais, c'est aussi, tu les appelles les 5 stars, c'est aussi les 70-30. Je sais pas si tu connais la règle des 70% de clients qui vont être chiants, ils vont pas bien payer, et les 30% qui vont très bien payer, qui vont être plus chers et qui en plus vont moins te casser la tête. C'est une règle très connue sur Internet. Il faut toujours, quand tu lances une entreprise, chercher les 30% plutôt que les 70%. Exactement. Et en vérité, c'est ça. C'est ça. Toujours dans la formation, c'est une question qu'on m'a posée régulièrement aussi quand j'ai dit quand je t'ai introduit en disant que tu t'étais réorienté. Est-ce que tu avais des conseils de formation, mais pour petit budget? Je sais que tu as parlé du DEMI tout à l'heure. Tout à fait. Là, le budget de la personne, elle m'avait cité, c'était 100 €, mais en tout cas, pas des formations à 2000 €, 3000 €. Ouais, après, qu'est-ce que tu conseillais pour... Déjà, la première des choses, c'est forcément dans une formation ou dans n'importe quoi, en vrai, n'importe quel produit ou service, tu vas en avoir pour ton argent en général. Donc si tu payes cher, en général, tu vas avoir une formation de qualité. Si tu payes pas cher, tu peux très très bien tomber sur quelque chose de OK, mais voilà, ça va pas faire l'unanimité. Maintenant, la première des choses que je conseille, si la personne habite en France, c'est d'utiliser son CPF. Si elle a accès à un CPF, un compte professionnel de formation, elle a un budget dedans, ça veut dire qu'elle peut accéder à de la qualité sans forcément sortir beaucoup d'argent.
Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. C'est une chance, entre guillemets, c'est une opportunité que vous avez en France et qui peut être à votre avantage. Number one, si vous n'avez pas de budget, si vous n'avez pas de budget et que vous voulez vous former, franchement, ouais, il y a Udemy. Franchement, Udemy, moi, je me suis formé sur Udemy. Hein. Top Udemy. Ouais, tu peux te former sur Udemy. Oui, et en plus, je sais pas, sur Udemy, est-ce qu'il y a la partie mentoring, coaching, où la personne, elle va venir te prendre par la main, etc., en privé, etc. Mais en tout cas, même, ne serait-ce qu'avec des vidéos ou avec tout le programme, le plan et tout d'apprentissage, on peut déjà apprendre, on peut faire quelque chose. Et franchement, sur Udemy, je crois, il y a énormément de... Voilà, il y a énormément de... Non, mais tu apprends un métier sur Udemy. Il y a des formations que j'ai vues à $20. Voilà. Et je les ai achetées pour les envoyer à des gens qui voulaient se former. Mais c'est un truc de fou. C'est des formations vraiment où tu en as pour, je sais pas moi, 160 heures. Voilà, et voilà. c'est hyper balèze, tu vois. Et c'est franchement. Mais après, c'est pas un truc qu'on te tient par la main. Voilà. Il faut être motivé, il faut être régulier toi-même, suivre le cours. C'est ça. Mais Udemy, pour celui qui n'a pas un gros budget, et à part les vidéos YouTube gratuites, etc., mais bon, tu vas jamais rentrer dans le détail. Udemy, c'est le top pour ça. C'est le top, ouais. Franchement, moi, je trouve que c'est pas mal. Udemy, c'est vraiment pas mal. Et après, il y a YouTube, comme tu as dit. Après, c'est vrai que YouTube, les informations, elles sont un petit peu éparpillées. Des fois, tu as des playlists où ils vont mettre toutes les vidéos dans une playlist, donc ça peut être pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire en vrai. En vrai, il y a de quoi faire. De toute façon, si tu dépenses pas de temps, si tu dépenses pas d'argent plutôt, tu dépenseras du temps, d'accord? On va dire que le prix va te faire accéder à aller d'un point A vers un point B plus rapidement parce que tu seras coaché, tu seras, on va dire, pris main dans la main. Mais c'est vrai qu'en tout cas, si tu n'as pas d'argent, ça sera le temps. Il y a une notion, bon là c'est peut-être mon côté, je te vois venir, tu vas me dire c'est mon côté schleur, mais quand tu dépenses de l'argent, et parfois même quand tu dépenses beaucoup d'argent, ça te motive, ça te force Tout à fait. à finir la formation. Ouais, mais tu ça, vois, ouais. tu te dis j'ai claqué tant, Ouais, je exactement. peux pas m'arrêter là, tu vois. Alors que si Exactement. tu as payé $10, bon ouais, je la finis pas, j'ai la flemme. C'est ça, Tu sais, ouais, t'as un coup de moins bien, tu vas Non, lâcher. mais ça, c'est connu. Ouais, Et c'est donc connu. si tu as mis, je sais pas moi, 500 euros, 900 euros, Ouais. tu Tu vas te la dis, finir. je suis pas allé en Tu vois. vacances. Exactement, tu vois. Donc Ouais. moi parfois, surtout à une époque où je voulais me former, des fois je payais exprès. Tu sais, il y avait du contenu gratuit, mais je me forçais à payer parce que je me Ouais. disais si je paye pas, je vais lâcher. Bah oui. Tu vois. Et le fait de payer, parfois, après ça dépend des gens. Il y en a qui arrivent à être rigoureux, d'avoir une bonne méthodologie sans payer. Mais Ouais. ça peut être utile. La plupart ont besoin d'être accompagnés. Ouais. Et je pense, du coup, je rebondis un petit peu sur, j'en profite. Je pense que le monde des formations, c'est bien, d'accord? Se former, vendre des formations, etc. C'est ce que je fais moi-même. Donc je pense que c'est très très bien. Et je pense que c'est on va dire, un monde, une industrie qui va aller que en grandissant, selon moi. Mais il y a un monde là qui est en train d'arriver derrière, c'est tout ce qui est mentoring et vraiment le fait d'être accompagné. Et je pense que les gens ont besoin, on va dire, Coach. voilà, d'un mix entre les deux, être formé, avoir une formation, mais aussi avoir un coach. Et ça, un coach, je pense que ce soit dans le sport, dans tes projets, un coach au niveau un coach financier ou un coach en termes de tes projets et tout. Moi, je le vois parce que je le fais en ce moment. On est en train de coacher, je coach mes élèves justement dans le fait de lancer leur business en ligne. Et je vois que c'est vraiment pas pareil. Les heures où je vais être au téléphone avec eux et il va y avoir des déblocages. Tu es là et ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Ah d'accord, ok, je peux acquérir ce business-là pour tant d'argent. Ah ok. Et au final, tu te dis, d'accord, mais en vrai, c'est de l'argent que tu payes, mais qui te fait gagner énormément de temps et d'argent. Tu vois? De toute façon, c'est ça, quand tu payes quelque chose, c'est que tu gagnes du temps. C'est ça. Forcément, tu vas gagner le temps que la personne elle-même elle a pris pour avoir ce savoir, pour machin, elle a galéré et tout. Donc c'est ce temps-là que tu vas gagner. Tout à fait. J'ai une question, une des dernières questions. Elle est pas vraiment liée à ta formation, mais c'est une question générale sur le digital au Maroc. Comment cela se fait-il que des gens comme Amazon ne soient pas au Maroc? Je ne sais pas si la personne est au courant que Jumia existe, mais voilà, je te pose la question. Bah franchement, moi je suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe par rapport avec Amazon. Ce que je sais, comme tu as dit, c'est qu'il y a Jumia et il y a Marjan Mall. Je pense aussi, très franchement, que le Marocain, il n'est pas encore prêt, d'accord? Même si c'est en train de se développer, je pense qu'il n'est pas encore prêt à dépenser comme ça en ligne à la façon d'Amazon, comme nous en France ou en UK, enfin en Europe. Je pense pas. Je pense que on va y arriver, mais je pense que le Marocain, il a besoin
Moi, je vois l'expérience client ici au Maroc avec le e-commerce. Le Marocain, il a besoin de parler sur WhatsApp, de t'appeler. Il est très dans le dialogue, tu vois, Ouais. tradition orale, tu vois. Et je pense que les Arabes, c'est comme ça. Les Arabes, les Africains, les gens du bled, ils ont besoin encore de. Voilà, écoute, voilà, j'ai vu ce truc sur Instagram ou sur Facebook. Et là, il y a un lien qui te dirige directement vers WhatsApp. Je peux t'appeler. Ouais, c'est quoi le produit? Ouais, est-ce que je peux me faire livrer? Et il y a aussi il y a une barrière aussi hein, à l'entrée par rapport à la CMI, le centre monétaire marocain interbancaire ou un truc comme ça. Interbancaire, c'est ça. Interbancaire. Qui fait que du coup c'est comment dire bah, tu dois payer pour avoir accès il me semble PayPal et Stripe au Maroc et c'est une barrière à l'entrée de à peu près 2 000 euros. Du coup les gens choisissent le paiement à la livraison et ça je pense que c'est une barrière aussi parce qu'il y a énormément de e-commerçants qui vont vendre sur les émotions, achat impulsif et dès que la personne reçoit son objet elle le renvoie. Oh, ah, le Ça, paiement en cash, il doit tuer de la conversion. Et ça doit faire mal. exactement. Et moi, j'ai eu un cas comme ça où le e-commerçant, il m'a dit 60% de nos ventes sont retournées. Ah ouais. T'imagines? Et ça c'est un gros frein au e-commerce. Ouais. Hein, tu vois? Donc, je sais pas. Après, Amazon, je sais pas pourquoi Amazon n'est pas là. Enfin, je pense qu'il y a aussi des lobbies derrière. Enfin, voilà. Mais en tout cas, je pense que ça va y venir. On y arrive surtout avec les mentalités changent très très vite au Maroc. En tout cas, moi j'ai pas eu une très très belle expérience avec Jumia, Ouais. Ah ouais, personnellement. c'est vrai? Ouais, Parce que moi, je l'utilise, ouais. pas dire régulièrement, mais je l'utilise de temps en Parce temps. qu'il te dit, il Mais te moi, je dit fais quand il y paiement en a, cash, moi. il te dit quand il y a des produits qui sont expédiés depuis l'étranger, donc là tu sais que tu vas en avoir pour Ouais. 3 semaines, Exactement. et les produits qui sont expédiés directement depuis le Maroc, je trouve qu'il n'y a pas un choix énorme. C'est vrai. Il y a Et pas ça, beaucoup de attention, choses. c'était il y a 3 ans, hein, depuis je suis pas Mais tu retourné sais sur pourquoi? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas encore beaucoup de vendeurs. Tu sais, Jumia, c'est un peu le même modèle économique que Amazon. Ça Ouais. veut dire que c'est toi le vendeur qui peut mettre tes produits sur Jumia et Jumia l'expédie pour toi, tu vois. Ouais. Donc c'est juste que c'est pas encore bien rentré. Je pense pas que c'est comme il y a démocratisé. Amazon il y a 20 ans, tu vois. Ouais, ouais, Amazon il y a 20 ans en France, il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Et Ouais. c'est les premiers qui ont pris les marchés plus tard. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Ouais, il y a Et- du potentiel. Et pour répondre quand même à la personne, moi je pense simplement que Amazon regarde beaucoup l'Afrique. Ah Et oui. le jour où ils seront là, Ils vont ils vont simplement racheter Jumia. Ouais, ils vont Parce racheter. que Jumia prépare le terrain. Et je pense que même Jumia, leur intérêt, c'est de se faire acheter par Tout à Amazon, fait. tu vois. Bah, il y a eu Souq.com aux Émirats Ah qui a ouais? été racheté par Bah tu vois, Amazon. ouais, je connaissais pas, mais tu vois, ça m'étonne pas. Et c'est pour ça qu'ils prennent la même logistique, ils ont les entrepôts. C'est vraiment comme Amazon, tu vois. Ouais, ça va Donc arriver. Amazon, le jour où ils veulent venir, ils ont juste à racheter Jumia. Ouais. Ils ont tout l'opérationnel qui est prêt. Ouais, ouais. Et je pense ça que va le faire, tu Maroc vois. est dans le top 5 hein, des pays en Afrique où, voilà, je pense que les grosses boîtes comme ça, voilà, elles Ouais, regardent. elles y est, regarde. Bah Il y a- ouais. il y a du tracking, il y a de Ouais, ouais. l'analytics. Ouais, ouais. T'as le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, il y a quelques. Ouais, clairement. Donc voilà, non, machallah. La dernière question, je vais en profiter pour te faire une passe décisive, comme on dit au foot. La dernière question, c'est est-ce que tu recrutes et si oui, et quel poste, dans quel domaine? Moi, je vais vous proposer tout simplement d'aller voir sa page Insta et son compte, Inch'Allah, ou voir ce qu'il fait, son contenu, et il fera une story ou un post si jamais il recrute. Mais en tout cas, ça vous permettra de découvrir, de mieux connaître Mohamed, Inch'Allah. Je te remercie pour cette interview. N'oubliez pas dans l'espace commentaire la bienveillance. On remercie Mohamed et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à les mettre dans cet espace-là. Mohamed, barakallahu fik pour ton temps. Wafik, barakallah, si Walid. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.